Bonjour, bienvenue à tous qui êtes déjà connectés. Nous allons attendre qu'il soit 13h pile pour démarrer ce webinaire. Alors à tout de suite dans quelques secondes. Bonjour, bonjour dans le chat. Merci pour vos coucous dans le chat. Vous pouvez y aller, utiliser le chat. Je vous redonnerai cette consigne tout à l'heure. Bienvenue à ceux qui me connaissent déjà, puisqu'il y a des réguliers, des fidèles. Il est 13h, donc je vous propose de démarrer formellement ce nouveau webinaire consacré à la prise de parole des dirigeants. Je m'appelle Sophie Baker, je suis coach de dirigeants en prise de parole. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio, essentiellement à Radio France Internationale. Et bien sûr, il y a une passerelle entre ces deux expertises, ces deux compétences, celle de la prise de parole, celle des personnes que j'interviewais en radio, et puis la prise de parole des dirigeants que j'accompagne aujourd'hui. Donc, je travaille avec des hauts dirigeants, des directeurs généraux, des présidents que j'accompagne sur toutes leurs situations de prise de parole, que ce soit face au public, en visioconférence et aussi face aux médias. Notre sujet du jour, c'est la communication de crise, et pour cela, j'ai invité l'un des experts, un des grands experts sur la place de Paris de la communication de crise. J'ai nommé Frédéric Fougera, que vous voyez à l'image avec moi. Donc Frédéric est le fondateur et patron de l'agence de communication de crise Tenkan. Il a aussi été pendant 35 ans, alors il insiste bien sur les 35 ans pour dire que ça pendant très longtemps, il a été directeur de la communication de beaucoup d'entités différentes, de structures différentes, qu'elles soient publiques ou privées. Et nous allons donc mener cet échange jusqu'à 13h45 tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner les règles du jeu de ce webinaire. D'abord, je vais vous recommander très chaudement d'utiliser le chat. Alors, merci pour ceux qui s'en servent déjà pour dire bonjour. Mais pendant les 3 séquences, puisque ce webinaire de 3 quarts d'heure va être découpé en 3 séquences principales, pendant ces 3 séquences, eh bien, je vous proposerai des questions, des sortes de quiz qui nous permettront à Frédéric et à moi de savoir un peu où vous en êtes sur ce sujet de la communication de crise. Et puis, ça permettra de créer un minimum d'interactivité, sachant que vous n'avez pas d'autre moyen que le chat pour rentrer en interaction avec moi, en tout cas pendant le webinaire. Maintenant, pour ceux qui sont réellement motivés, parce que la communication de crise, c'est un vrai sujet, que vous soyez donc dirigeant, que vous soyez directeur de la communication, que vous soyez directeur des ressources humaines également, puisque votre sujet, c'est aussi le développement des compétences, eh bien, si vous voulez avoir des recommandations plus spécifiques concernant votre situation singulière, eh bien, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi en cliquant, vous voyez la barre verte en haut de l'écran. À côté, vous avez un bouton cliquez ici. Et en cliquant à cet endroit-là, eh bien, vous allez tomber sur un agenda partagé. Et ma recommandation, elle est que vraiment pour tous ceux d'entre vous qui avaient besoin de quelque chose de spécifique, vous avez besoin d'échanger avec moi sur quelque chose de vraiment qui vous concerne dans la singularité de votre situation et que nous n'allons pas pouvoir prendre ici, en tenir compte durant le webinaire, et bien surtout, prenez le rendez-vous, ça permettra d'aller plus loin dans les recommandations, les bons conseils que nous pourrons vous donner, Frédéric et moi, pendant ce webinaire. Voilà voilà pour les grandes recos. Alors, pour démarrer, j'ai tout de suite un quiz pour vous mettre dans le bain, puisque la communication de crise et vous, c'est notre sujet. Moi, je voudrais savoir, nous voudrions savoir, Frédéric et moi, est-ce que vous considérez que ça ne nous arrivera jamais, la crise? Et donc, le sujet de la communication de crise n'est pas un sujet. Dans ce cas-là, vous êtes peut-être ici juste par curiosité, ce qui est déjà pas si mal. Bienvenue à vous. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous dites, ben, si ça m'arrive, on verra bien, pas forcément par laxisme ou désintérêt, mais parce que vous n'avez pas la ressource, parce que vous imaginez que c'est trop compliqué, trop chronophage, que ça coûte trop cher, et que certes c'est un sujet, mais que vous n'avez pas les moyens de le traiter, auquel cas, eh bien,
voilà, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Ou bien est-ce que vous êtes dans la troisième situation qui est la suivante, je me prépare, cela permettra d'éteindre le feu plus vite si jamais, eh bien, tout d'un coup, il y a un ouf, voilà, il y a une flambée soudaine. Alors, troisième situation pour Nathalie, troisième pour Claire, troisième pour Marianne. OK. Donc, il y a essentiellement des personnes qui sont dans une situation dans laquelle, eh bien, vous vous préparez déjà. Alors, tant mieux si vous vous préparez déjà. Les 3 communications préventives, dit, j'ai pas vu le nom passer, les 3 communications préventives. On va voir si Frédéric, ça lui dit quelque chose. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, les 3 communications préventives. Alors, déjà 4 fois, dit Jean-Christophe Poulain, 4 fois, pareil, je ne sais pas quoi, mais merci. Quatre fois une crise, à mon avis. 4 fois une crise, peut-être, oui. Alors, je me tourne vers vous, justement, Frédéric, pour pousser un peu plus loin. Donc, vous êtes l'auteur, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la communication. Vous avez notamment écrit La com est un métier. Et moi, chaque fois que je cite votre ouvrage, j'ai envie de rajouter La com est un vrai métier avec des process, des méthodes, des techniques, du benchmark, des process, bref, des tas de choses qui sont, voilà, qui font que c'est voilà, c'est une vraie expertise. Et puis, vous avez aussi écrit Le dire comme n'est pas un démocrate. D'ailleurs, je l'ai là, voilà, je l'ai là. Le dire comme n'est pas un démocrate. Et il y a une phrase dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est même une intitulée de chapitre, et vous dites l'avenir de la communication, c'est la crise, ou plutôt vous le dites dans l'autre sens, la crise est probablement l'avenir de la communication. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors déjà, ce message, il s'adresse aux communicants et aux communicantes, en fait. Il s'adresse pas au grand public. Et il s'adresse à des gens, comme vous l'avez dit, Sophie, qui exercent un métier qui requiert de l'expérience et qui permet d'acquérir de l'expertise. Et un métier qui n'est pas toujours considéré à sa juste valeur dans l'entreprise, pour plein de raisons. Parce que c'est un des derniers métiers qui est arrivé dans l'entreprise. Ce sont des activités qui n'ont pas toujours, dont la performance n'a pas toujours pu être mesurée, donc qui peut paraître parfois un peu fantaisiste. C'est un métier dans lequel il y a aussi beaucoup d'émotions et de créativité. Et dans ce sens, chacun peut se sentir légitime à considérer qu'il est compétent pour juger d'une identité graphique, de la création d'un visuel ou d'un rédactionnel à rédiger. Euh, Vous dites on vous recommande de rajouter un peu de bleu, un peu de vert, parce que ça fera plus Voilà, joli, où, comme une on affiche, par utilise où exemple. les communicants, peuvent voir des gens qui utilisent le j'aime pas comme indicateur de la performance. Un j'aime pas n'est pas un indicateur de performance de la communication. Alors, pourquoi la Donc crise? Pourquoi pourquoi la la crise? crise? Parce que, je dis souvent qu'il y a beaucoup de touristes dans la communication, c'est-à-dire des gens qui passent pour donner leur avis puis qui disparaissent. La communication, c'est pas avoir un avis. La communication, c'est un métier, comme vous l'avez dit, Sophie. Donc il y a beaucoup de gens qui passent pour donner leur avis puis qui disparaissent. Quand il y a une situation de crise, là, les touristes de la communication n'existent plus. Ils disparaissent, ils s'effacent. Parce que là, on dit, ah ben non, c'est aux professionnels de la communication d'agir. Et donc, j'entends par cette formule que la crise est probablement l'avenir de la communication, le fait que par cette entrée, par la crise, enfin, nous avons une reconnaissance, une considération à notre juste valeur. Mais pourquoi? Mais parce que là, il ne s'agit pas de choisir une couleur, il ne s'agit pas de choisir une police de caractère, il s'agit de décider, de s'engager, de prendre des coups, de prendre des risques. Alors là, tout d'un coup, on préfère laisser la place aux professionnels et puis laisser les communicants faire. Je pense que c'est donc une place qu'il faut prendre. Il faut aussi saisir cette opportunité. Le communicant doit se saisir de cette situation pour montrer sa vraie valeur, notamment en cas de situation de crise. Est-ce que vous pensez comme moi que la crise, il y a plus de risques de crise? Je propose cela, pourquoi? Parce que le monde est plus interconnecté, il est plus réactif, il va plus vite. Les outils technologiques augmentent le risque de buzz. Les médias sont plus nombreux à accueillir aussi des dirigeants, justement, des hauts managers, des présidents dans leurs émissions. Et parce qu'il y a plus de réactivité et aussi plus de mise en visibilité, moi je défends l'idée qu'il y a plus de risques de crise que dans le passé. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Sophie. En fait, tout va de plus en plus vite. Et plus on va vite, moins on a de temps pour bien faire, moins on a de temps pour réfléchir, plus on est en situation de risque pour mal faire. Et tout ça est un risque supplémentaire pour causer des crises, mais aussi on a de plus en plus d'opportunités de prise de parole, de canaux pour prendre la parole.
nous devenons nous-mêmes des médias si on souhaite s'exposer. Et tout ça permet ou risque de créer des situations difficiles, parfois difficiles, à parfois pouvoir aller jusqu'à la crise, du bad buzz à la crise grave. Donc effectivement, ce tout va plus vite fait que on est dans une ère de la communication et de la crise qui s'accélère, et donc les risques de crise s'accélèrent, augmentent et s'accélèrent aussi. Oui, il y a un participant qui intervient dans le chat pour dire: «Le nombre de risques aux formes nouvelles se multiplie. Diffusion, impact, capillarité, vitesse. Il y a plus de possibilités de perte de contrôle aussi», rajoute quelqu'un. Allez-y, réagissez dans le chat. C'est toujours intéressant de voir, comment vous, de l'autre côté, de l'écran, vous réagissez. Ce que je vous propose maintenant, toujours avec vous Frédéric Fougera, eh bien, c'est de voir quelles sont les premières bonnes recommandations. Alors, je cherche le slide qui va bien. Les principes de base d'une com efficace. Alors, dans cet ouvrage de vous, Frédéric, que je citais, un DIRCOM n'est pas un démocrate. Pour dire qu'un DIRCOM, comme vous venez de le dire, il est dans l'obligation de prendre des décisions, et notamment en crise, comme vous l'avez dit, il se retrouve un peu tout seul. Les touristes, comme vous les appelez, ne sont plus là. Donc, les principes de base d'une com de crise efficace, vous les résumez à 3 grands têtes de chapitre. Alors, cette première tête de chapitre, c'est la préparation. Qu'est-ce que vous entendez par là, Frédéric? Donc effectivement, Sophie, un DIRCOM n'est pas un démocrate. J'entends par là le fait que le métier de communicant et notamment de dirigeant dans la communication n'est pas fait pour faire plaisir, ni pour se faire plaisir, ni pour faire plaisir aux autres, mais bien pour répondre à des objectifs, avoir une vision, servir une stratégie et atteindre des intentions de communication qu'on a pu se fixer. Pour ce qui concerne la communication de crise, effectivement, souvent, on me demande quels sont les secrets, quelles sont les recettes. Mais en fait, il n'y a pas de secret ou de recette, parce que chaque crise est différente, chaque crise doit s'aborder de façon différente. Ce qui est commun à toutes les crises, c'est finalement la façon de les affronter, de les approcher. Et pour ça, il y a 3 principes que je mets en avant. Le premier que vous venez d'évoquer, c'est celui de la préparation. La préparation, c'est pour moi la règle numéro 1 pour bien affronter une communication de crise. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable, quand survient une crise, de pouvoir consacrer 100% de son temps de cerveau au sujet de la crise. Je veux dire par là qu'il n'est plus question de se demander où est-ce que va se réunir une cellule de crise, qui va faire partie de la cellule de crise, est-ce que j'ai le numéro de mon portable de mon dirigeant pour le contacter pendant le week-end. Parce qu'attention, les crises, c'est souvent le soir, le week-end, c'est rarement pendant les heures de bureau où tout le monde est en réunion et pourrait travailler de façon facile. Donc en fait, toutes ces questions organisationnelles, opérationnelles, elles doivent être préparées pour pouvoir consacrer 100% du temps de cerveau à la crise. La Est-ce que vous préparation, partez du, est-ce que la vous partez du préparation, principe. Sophie, si vous me permettez, c'est aussi avoir formé, par exemple, les dirigeants à la prise de parole avant la crise. Parce qu'au moment où intervient la crise, c'est trop tard pour détecter qui serait un bon porte-parole, préparer, entraîner un bon porte-parole. Donc tout ce travail, c'est du travail préparatoire qu'il faut faire quand tout va bien et quand on a du temps pour être ensuite performant au moment où survient la crise. Je vous ai Est-ce qu'on coupé, je peut vous partir écoute. du principe, Frédéric, qu'aujourd'hui, toute entreprise, toute entité, toute institution doit se préparer parce que partout, dans tous les secteurs, à tous les niveaux d'importance, d'importance économique, eh bien, il peut y avoir de la crise. Est-ce que vous partez de ce postulat-là? J'ai envie de vous faire une réponse de Normand, oui et non, parce que je pense que la réponse est honnêtement oui, mais pas tout le monde ne La risque même pas réponse. d'affronter les mêmes crises, ou en tout cas avec la même virulence et avec les mêmes conséquences. Mais la réponse est plutôt oui ou non. J'ai par exemple dans mes clients des associations dont l'activité est juste de faire du bien aux autres. Donc on peut imaginer ou ne pas imaginer justement que ce type d'activité puisse être confronté à des crises. Et pourtant, il y a toujours des mauvaises interprétations, une parole mal interprétée d'un dirigeant, une action qui n'est pas comprise et qui engendre une crise et qui parfois est aggravée par une nouvelle prise de parole du dirigeant. Donc en fait, personne n'est à l'abri de la crise. Maintenant, les crises n'ont pas le même impact, le même poids, la même charge pour chacun, mais si on peut s'y préparer, et autant s'y préparer, c'est valable pour tout le monde. Personne n'est épargné par un risque de crise.
Avant de passer au deuxième point qui est la réactivité, je voudrais réagir à quelque chose qui a été déposé dans le chat par un participant qui pose la question de est-ce que le responsable de la communication n'est pas juste entre guillemets le porte-parole. Et là, je vais répondre, si vous me permettez, en tant qu'ancienne journaliste, dans les médias, mais je peux partir du principe aussi que de manière générale, le public aujourd'hui, il veut le vrai responsable. C'est-à-dire, il attend un patron, il attend un dirigeant et non pas un DIRCOM. Au moment de la crise Lactalis, c'est le directeur de la communication qui a été envoyé sur le front, manifestement sans préparation. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, ça n'a plus été tenable. Et Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, qui s'était jusque-là toujours refusé à monter au créneau, à aller dans les médias, y compris par temps calme, eh bien, le patron a été obligé de se retrouver face aux médias parce qu'il y avait une pression probablement dans des autorités aussi, hein, et en tout cas une pression de l'opinion publique. Le DIRCOM n'est pas, dans le monde d'aujourd'hui, pour moi, le DIRCOM n'est pas le porte-parole, c'est le patron qui doit être capable d'endosser le porte-parole là en temps de crise. Sophie, Vous si êtes d'accord avec ça? je peux me permettre de compléter. D'une part, effectivement, il est généralement indispensable que la parole de l'entreprise soit incarnée par son dirigeant ou un de ses dirigeants. Reste qu'il peut être de la stratégie de l'entreprise de préserver le dirigeant pendant un temps, de présenter un autre porte-parole pour réserver le dirigeant pour une autre séquence de communication. Mais ça va s'appliquer en fonction de l'entreprise, de la situation de crise, de la gravité de la crise, des enjeux. Donc, pour des très grosses entreprises, il est rarement procédé de façon différente, mais la chose peut être nuancée en fonction des situations, et c'est pour ça, je pense aussi, qu'il n'est pas raisonnable de ne préparer, de ne former qu'une seule personne à la prise de Absolument. parole. Il est bien d'avoir plusieurs dirigeants, d'avoir éventuellement des experts et d'avoir aussi un communicant qui soit préparé, ce qui permet au moment de devoir définir un porte-parole et éventuellement de l'imposer aux journalistes qui, eux, veulent le dirigeant, mais l'entreprise a aussi son mot à dire et son choix. Elle ne peut n'en présenter qu'un, même si c'est celui qui ne convient pas aux journalistes. Et la question évoquait aussi l'action de la stratégie. Est-ce que le communicant n'est pas que le porte-parole et non pas le stratège? Derrière cette question, il y a une chose importante, c'est en fait l'autorité du communicant, d'une part. Donc effectivement, suivant votre autorité, votre expérience, votre expertise et votre complicité avec le dirigeant, vous allez pouvoir soit jouer un rôle stratégique fort, soit juste un rôle d'exécution et d'accompagnement, notamment auprès d'un dirigeant qui est très politique. Les gens qui sont très politiques sont eux-mêmes des communicants et leurs propres communicants jouent plus l'accompagnement que la stratégie. Et surtout, si je ne perds pas le fil de mes idées, ce qui est en train de se passer. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je suis bien embarrassé, j'en suis désolé. En tout cas, effectivement, merci de moduler. C'est vrai que moi, j'arrive sur ce sujet-là du patron qui doit être le porte-parole. C'est vrai que vous avez tout à fait raison et d'imposer aussi aux médias le fait que bah, ce n'est pas le patron, mais c'est telle personne, tel porte-parole qui va sortir à ce moment-là. C'est effectivement tout à fait pertinent en termes que modulation, que modération de mes propos. Sophie, la fin de mon propos m'est revenue. Ce sur quoi je voulais insister, et notamment par rapport à la stratégie de communication, c'est qu'il faut veiller à ne pas confondre crise et communication de crise. Et notamment, le dirigeant de l'entreprise doit être, à mon sens, de façon générale, le patron. C'est lui qui doit piloter la crise. C'est le capitaine dans le navire, c'est lui qui doit piloter la crise. Et ce n'est pas nécessairement lui, voire pas lui du tout, qui doit piloter la communication de crise dans la mesure où il a une équipe ou des ressources dédiées et compétentes pour le faire. Et c'est là où la notion de stratégie peut être importante. La communication de crise, elle doit être réfléchie et préparée par les communicants qui ensuite la partagent et la soumettent aux dirigeants. Mais le dirigeant, lui, il a l'entièreté de la crise à piloter. Et donc, son métier, c'est pas de piloter la communication de crise. Ok, cependant, à un certain moment, c'est quand même lui qui doit se retrouver en situation ou qui peut se retrouver en situation de devoir assurer la communication au sens, la prise de parole, et on y reviendra un petit peu plus tard. Je voudrais passer sur le deuxième point, donc préparation, on vous a entendu, réactivité. C'est quoi cette dimension de réactivité? On ne peut pas attendre 3 jours, quand une fois que le train a déraillé, on ne peut pas attendre 3 jours pour réagir, c'est ça?
Bah voilà, on l'a évoqué en introduction, on est dans une ère de la communication, dans une ère de l'immédiateté, donc la nécessité de réagir et de réactivité, elle est, incontournable. Alors attention, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Donc ça ne veut Vitesse pas et dire précipitation. il ne faut pas tout faire et n'importe comment. Parfois, la première communication, c'est seulement de reconnaître qu'il y a une crise et de dire qu'on va prendre la parole et gagner un peu de temps ou donner un rendez-vous pour une prise de parole dans laquelle on partagera des informations. Là encore, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle en fonction de l'entreprise, de la gravité de la crise, de la situation. Est-ce qu'il y a des victimes, pas de victimes? Toutes ces dimensions changent beaucoup de choses dans la façon d'appréhender la gestion de la communication de crise, mais en tout cas, la réactivité, reconnaître la crise, pas possible de nier une crise quand elle est évidente. Il ne s'agit pas d'endosser la responsabilité, mais en tout cas de se l'approprier, de se montrer concerné, et puis de s'organiser le plus rapidement possible pour déterminer une stratégie. Une stratégie de communication, ça peut aussi être de ne pas prendre la parole. C'est rare comme stratégie de communication, mais ne pas prendre la parole parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on oublie, ce n'est pas une stratégie, mais différer une prise de parole, cela peut être une stratégie. En tout cas, même si on ne prend pas la parole, il faut le dire. Il faut dire pourquoi on ne va pas prendre la parole ou quand on va prendre la parole. Et donc, tout ça nécessite effectivement beaucoup de réactivité dans cette ère d'immédiateté où tout le monde pouvant communiquer, et il n'est pas possible de laisser communiquer les autres et perdre soi-même la maîtrise de sa propre communication. Alors, je valide tout à fait, effectivement, tout, notamment cette dernière partie, mais tout le reste aussi. J'ajouterais avec ma casquette de coach en prise de parole qu'il vaut mieux différer une prise de parole tant qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Il s'agit surtout pas de partir à l'antenne sans avoir un minimum d'argumentaire, ce qu'on appelle habituellement les éléments de langage. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien parler dans ma pratique d'accompagnement des dirigeants en média training de crise, j'aime bien parler du kit de survie. C'est-à-dire, à minima, on part en ayant le kit de survie, en ayant un minimum de bagages d'arguments. On ne part jamais à la one again, comme on dit habituellement. Le grand classique, hein, le grand exemple d'un patron qui, semble-t-il, pour les informations qu'on en a tous, nous les communicants, le cas le plus typique, c'était Didier Lombard, le patron de France Télécom, au moment de la crise des suicides à France Télécom, qui est parti sur l'antenne d'RTL en ayant ce mot malheureux de mode des suicides. Il était clairement parti sans avoir le minimum de kit de survie communicationnelle en termes d'argumentaire. La petite histoire qui circule, hein, c'est qu'il avait refusé le training, l'accompagnement pendant le week-end qui précédait son passage sur les antennes de RTL. Donc, il vaut mieux effectivement ne pas parler plutôt qu'en attendant d'avoir quelque chose à dire et d'utiliser ce temps à préparer son argumentaire, ses éléments de langage. Troisième point, troisième reco forte, c'est le professionnalisme. Alors là, je trouve ça un peu, ça m'a fait sourire quand j'ai trouvé ça, Frédéric, parce que je me suis dit, mais oui, mais de toute façon, c'est évident que c'est un métier, c'est évident qu'il faut être professionnel. Alors, pourquoi l'avoir mis comme ça en exergue? Mais quelque part, il est évident qu'on est meilleur quand on est préparé et qu'en communication de crise, on ne peut pas attendre et qu'il faut être réactif. Et donc, effectivement, mon troisième principe, c'est d'être professionnel parce qu'encore une fois, il y a trop de touristes de la communication qui peuvent intervenir sur ces sujets-là. Et la communication de crise, c'est peut-être celle qui requiert le plus d'expérience et d'expertise. Alors, je n'aime pas hiérarchiser les compétences au sein de la communication, mais la communication de crise, c'est quand même celle qui est la plus soudaine, la plus sensible, la plus risquée, la plus exposée. Donc, elle ne peut pas souffrir d'amateurisme, elle ne peut pas souffrir d'improvisation, elle ne peut pas souffrir d'experts autoproclamés ou de gens qui débarquent et qui tout d'un coup vont donner leurs conseils alors qu'ils ne connaissent pas les enjeux, ils n'ont pas la maîtrise de la situation, ils n'ont pas la maîtrise des risques. Souvent, je compare la communication à une arme. On ne confie pas, on ne met pas une arme dans les mains de n'importe qui. Est-ce que vous allez laisser la réputation de votre dirigeant ou de votre entreprise en situation exposée, sensible, de crise, dans les mains de n'importe qui? J'en doute. Ou alors, c'est un risque supplémentaire que je ne vous conseille pas de prendre. Donc, le professionnalisme, il est très important. Vous pouvez, et c'est normal, ne pas éventuellement avoir cette compétence dans vos équipes. Alors, il y a des cabinets extérieurs
qui ont cette expérience. Parfois, c'est bien aussi d'associer les deux, l'expérience interne et une expérience externe, ce qui permet de prendre du recul, ce qui permet de donner du souffle. Quand on doit se donner 24 heures sur 24 à une crise, il y a un épuisement très rapide qui peut arriver. Donc, c'est bien aussi de s'associer d'autres compétences. En fait, en tout cas, toutes les formules sont possibles. Je ne prêche pour aucune solution privilégiée, si ce n'est que ce soit des gens dont c'est le métier. Encore une fois, la com est un métier et la communication de crise ne peut pas être une communication d'amateur, elle ne peut être que professionnelle. Et j'ai envie de rajouter que la construction de l'argumentaire, donc la capacité, la compétence de prise de parole, je prétends qu'elle est également un métier avec des codes, avec une méthode, avec des éléments donc, que je vais vous présenter maintenant. Je voudrais juste rebondir sur quelques questions qui tombent dans le chat et vraiment merci d'être aussi proactif dans le chat, c'est vraiment très sympa. Xavier dit les médias sont insatiables, il faut leur donner à manger mais ne pas les subir ou se conformer à toutes leurs demandes. La ligne de crête est difficile à tenir, mais il faut le faire. Alors là, je sens du professionnalisme derrière la question de Xavier. Oui, je confirme, c'est un professionnel de la com de crise, donc il sait de quoi il parle. Peut-être même s'amuse-t-il, Xavier, je te connais, peut-être s'amuse-t-il à essayer de nous piéger ou en tout cas à nous challenger. D'accord. En tout cas, je vais reprendre aussi mon ancienne casquette de journaliste. C'est vrai que nous sommes aussi, nous les médias, je vais parler au nom de la profession journalistique, nous sommes aussi insatiables quand l'opinion publique est derrière nous. C'est-à-dire que nous sommes supposés, nous les journalistes, travailler pour l'intérêt général. Et quand il y a matière à intérêt général, hein, eh bien, dans ce cas-là, oui, les médias peuvent être insatiables à bon escient. Alors, je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a parfois une insatiabilité qui est moins considérable, enfin, à considérer, que parfois les médias vont tomber, pour certains d'entre eux, en tout cas, et heureusement pas tous, dans quelque chose de l'ordre du spectaculaire, du voyeurisme. Mais heureusement, nous avons des médias de qualité en France et l'un des éléments aussi, me semble-t-il, de la stratégie de porte-parole, puisque je parle de stratégie de porte-parole comme étant un sous-ensemble d'une stratégie de communication. La stratégie de porte-parole, ça consiste aussi à choisir, quand on peut le faire, mais parfois on peut le faire plus souvent qu'on l'imagine, choisir le média dans lequel on veut bien aller et puis blacklister certains médias dont on considère qu'ils ne font pas leur job correctement. Ça, c'est dans un monde idéal, mais il y a des situations dans lesquelles tout ça, c'est possible. Je vous propose de passer à la suite qui est justement comment construire des contenus, comment construire un argumentaire. Et là, je vais vous amener sur ce qui est vraiment mon cœur de compétences, moi en tant que coach de prise de parole. J'ai créé une méthode de construction d'argumentaire que j'ai intitulée la méthode du losange et je vais vous en donner quelques clés. Auparavant, j'ai une autre question pour vous, Frédéric Fougera. À quel moment, pour l'expérience que vous en avez, dans une stratégie de communication de crise, dans la gestion d'une crise, donc sur le volet communicationnel, à quel moment la question des contenus, de l'argumentaire, de la fabrication des éléments de langage, à quel moment est-ce que ça doit intervenir d'après vous? Tout de suite au début, en cours de route, à la fin quand on a déjà borduré le paysage? Je ne sais pas s'il y a une réponse, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse Une réponse générale unique? et une réponse unique. Mon principe en communication générale et en communication de crise, c'est que le contenu est roi. J'ai longtemps eu dans mes bureaux affiché en géant "Content is king". On ne communique pas si on n'a rien à raconter. Quand il y a une crise, assurément, il y a quelque chose à raconter. Donc, on est tout de suite dans le contenu. Et ce contenu, effectivement, doit se travailler. Il ne doit pas forcément se délivrer tout de suite ou intégralement. Il peut se programmer, mais en tout cas, la notion du contenu, elle est principale, primordiale. Et vous le disiez tout à l'heure, Sophie, on ne se présente pas sur un plateau de télé si on n'a rien à raconter. Et au risque d'ailleurs, au risque à l'évidence de se faire piéger par les journalistes qui vont vous poser des questions auxquelles vous ne vous attendez pas, puisque vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas préparé. Même si vous êtes formé, à avoir quelques réflexes face à un journaliste qui tente de vous piéger, reste que si vous n'avez pas de contenu, pas d'histoire à raconter, vous allez forcément tomber dans le piège. Donc le contenu, oui, pour moi, c'est primordial, même si il se travaille, même s'il peut évoluer, même s'il peut s'adapter. Le contenu, c'est dès le début, c'est tout de suite. Avec l'intention de communication, le contenu accompagne l'intention de communication, les premiers éléments de travail de cette communication de crise.
OK. Merci Frédéric. Ça paraît évident, pour vous, pour moi, que la question des contenus, elle vient, tout de suite, tout de suite et pourtant encore aujourd'hui quand, s'il m'arrive de travailler avec des directeurs de communication qui m'ont sollicité, je me rends compte qu'il y a souvent une stratégie des tuyaux, ce que j'appelle les tuyaux, c'est-à-dire le média, le vecteur. Certains DIRCOM, me sollicitent en me disant: «Voilà, on veut faire une campagne sur TikTok, on va faire une campagne sur TikTok». Alors, c'est super, mais vous allez dire quoi? Ah ben, on fera des petites vidéos et puis on postera des photos. Oui, d'accord, mais les vidéos, vous allez dire quoi? Les photos, vous allez dire quoi? Et je suis encore vraiment étonnée, mais plus que ça, de voir que la stratégie de tuyau, hein, j'appelle ça à dessein comme ça, la stratégie de tuyau, parfois, elle est en préalable d'une stratégie de communication, d'une stratégie de contenu, en fait. Mais beaucoup de donneurs d'ordre internes ou externes, enfin externes quand on est une agence ou internes quand on est une entreprise, pensent la communication comme un outil et non pas comme un contenu. Et c'est pour ça Ouais. que je m'efforce d'expliquer que peut-être que dans le passé, la communication était un service support qui fabriquait des outils, mais aujourd'hui, la communication doit se penser comme une fonction stratégique. Elle produit de l'intelligence et cette intelligence utilise ensuite des outils pour atteindre ses cibles. Donc, on a besoin de ces canaux, mais avant de penser au canal, il faut effectivement penser au contenu. Voilà, vous dites canal et j'aime bien dire tuyau un peu par provocation, là, parce que ça fait plus plomberie, en fait. Euh, je m'étais rendu compte de tout cela quand j'étais journaliste et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'ai appelé la méthode du losange. Alors vous la voyez ici sur ce slide, vous voyez la méthode du losange et puis ce livre que j'ai publié au mois de mai dernier et qui reprend les principes fondamentaux de cette méthode du losange, qui est une méthode de construction d'argumentaire. Et cette construction d'argumentaire va permettre d'avoir une communication courte, claire et concrète. Et c'est cette dimension concrète qui me paraît particulièrement importante en communication de crise, c'est-à-dire il faut considérer qu'en communication de crise, et là je parle vraiment sur le sujet quasi exclusivement de la prise de parole, alors face aux médias, mais pas seulement, mais c'est vrai que souvent la com de crise amène à prendre la parole face à des publics internes, semi-externes, externes, et donc aussi face aux médias. Eh bien, cette dimension concrète, elle est d'autant plus attendue parce que quand la crise arrive, il y a une émotivité, une réactivité des publics et tout ce qui est commentaires, injonctions, par exemple les discours en mode il faut qu'on, il n'y a qu'à pas, on doit, eh bien ces discours-là qui sont déjà énervants, on va dire, par temps calme, eh bien en situation de crise, ils sont juste insoutenable, surtout pour les personnes qui pourraient être directement subir les conséquences de la crise. Et donc, c'est très important d'avoir ces dimensions très concrètes. Et pour ça, l'un des éléments de la méthode du losange, et je vais me contenter, on va dire, de m'occuper de celui-là ici, mais c'est vraiment ce que j'appelle le registre explicite, c'est-à-dire construire l'argumentaire avec cette mécanique narrative du qu'est-ce que nous faisons, comment nous faisons pour gérer la crise. Donc, c'est l'utilisation des verbes d'action, des verbes qui décrivent les actions mises en place pour gérer la crise. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. La crise est là, le train a déraillé, les pizzas ont tué des enfants, le lait contaminé de chez Lactalis, il a également fait des dégâts sanitaires. Donc, de toute façon, la crise, elle est là. La communication de crise, elle a pour objectif d'expliquer comment nous, l'entreprise, bien sûr, moi le patron, mais comment nous, l'entreprise, nous gérons la crise. Donc des verbes d'action conjugués à la première personne avec ce qu'est-ce que ou ce comment nous faisons en mots d'entrée. J'insiste là-dessus parce que par notre culture cartésienne, on a souvent tendance à répondre, même dans notre tête, à répondre au pourquoi. C'est parce qu'il a eu ce type de réponse que Guillaume Pépi, qui était à l'époque de déraillement du train de Brétigny-sur-Orge, est resté patron de la SNCF, malgré la dizaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, parce qu'il a une communication très explicite avec du verbe d'action. Pourtant, les journalistes lui demandaient bien pourquoi le train a déraillé, et lui, il répondait qu'est-ce que nous faisons et comment nous faisons pour gérer la crise,
pour déployer les enquêteurs, pour établir le trafic, pour vérifier tous les endroits où il pourrait y avoir aussi des éclisses qui traînent sur des rails, etc., etc. Et donc, c'est cette communication très explicite, très concrète, très factuelle, qui va accréditer, et là on revient sur quelque chose que vous aviez évoqué tout à l'heure rapidement, Frédéric, la question de l'image et donc de la réputation. C'est ce registre lexical explicite qui va accréditer, c'est-à-dire donner du crédit, mettre en visibilité la capacité du dirigeant à gérer cette situation extraordinaire. Si le dirigeant reste, comme on a l'habitude de le faire, dans des il faut qu'on, il n'y a qu'à pas, on doit, ou bien des je suis vraiment désolé, ça ne devait pas arriver, bref, du commentaire, des contingences génériques, des il faut qu'on, il n'y a qu'à pas, on doit, eh bien, ce haut dirigeant-là, ce porte-parole-là, il va se discréditer. Alors, j'utilise créditer et discréditer au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il va perdre du crédit. Et en perdant du crédit, il va flouter l'image de l'entreprise. Et il va créer un bad buzz, y compris dans le monde d'aujourd'hui, avec des répercussions sur les cours de bourse et donc sur des répercussions immédiates sur la situation économique de l'entreprise. À titre d'exemple, là aussi, il y a 15 jours, je crois, le patron de Société Générale prend la parole. Alors, ce n'est pas une communication de crise au sens premier du terme, mais il prend la parole quelque part à Londres pour annoncer plutôt des mauvais résultats. Mais cependant, la manière dont il prend la parole fait que le cours de bourse de Société Générale dégringole de 10%, je crois, dans les 2 heures qui suivent. Donc aujourd'hui, il y a un lien direct entre les effets d'une prise de parole non efficace, donc entendez par moi une prise de parole non explicite, non concrète, non factuelle, et puis immédiatement des répercussions d'un buzz négatif. Donc, dans la méthode du losange, il y a, entre autres choses, mais j'insiste là parce que c'est vraiment ce qui est le plus directement applicable à la communication de crise, le registre lexical explicite, le qu'est-ce que nous faisons, comment nous faisons pour gérer la crise. Et la bonne nouvelle, c'est que comme Frédéric Fougerat vous l'a expliqué, avant de prendre la parole, il y a une communication, une stratégie de communication de crise, et avant même la stratégie ou en parallèle à la communication de crise, il y a la gestion de la crise. Donc il y a bien des actions qui sont menées, il y a bien des actions voilà, qui sont menées. Donc il y a bien des choses à raconter d'un point de vue très concret, très factuel, très explicite. Je vous laisse rebondir, Frédéric, et puis ça va permettre de prendre quelques questions aussi sur cette dimension explicite du langage. Alors le livre, il est sur Amazon, il est à la FNAC, vous le trouvez chez tous les bons libraires. L'éditeur, c'est Erol, donc vous pouvez le trouver facilement. Alors, il n'explique pas la prise de parole en communication de crise, mais tout ce que vous y trouvez a valeur dans les situations de prise de parole de crise. Frédéric, peut-être un rebond sur ce que j'ai proposé? Un rebond, pas vraiment, parce que c'était très complet, pardon. Je voudrais peut-être juste rajouter le fait il faut bien intégrer le fait que cette préparation à la prise de parole, c'est du travail. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas récréatif, ce n'est pas du plaisir, c'est du travail. Donc ça se prépare, c'est difficile, ça peut être un exercice agréable à faire, mais c'est du travail. Donc il n'y a rien d'évident, il n'y a rien d'inné. C'est normal de ne pas être tout de suite performant dans une prise de parole pour avoir de l'impact, pour être convaincant, pour déjouer des questions pièges. Ce n'est pas anormal de ne pas savoir faire ça parce que ça s'apprend et c'est du travail. Et non seulement c'est du travail, ça s'apprend, mais c'est aussi de l'entraînement. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a appris une fois qu'on est capable toute sa vie de le faire. C'est très important d'intégrer cette dimension. Et pour les communicants qui nous écoutent, la faire intégrer à leurs dirigeants, parce que souvent les dirigeants s'imaginent que parce qu'un jour ils sont passés sur un plateau de télévision, ils ont donc l'habitude et ils savent faire. Non, ils ne savent pas faire. Et comme Sophie en a donné des exemples, parfois ils deviennent le dirigeant d'entreprise qui est a priori le meilleur ambassadeur de son entreprise, peut devenir le pire ennemi de l'entreprise, notamment dans une prise de parole de communication de crise, parce qu'il va se faire piéger et il ne sera pas à la hauteur des attentes de l'exercice.
Merci, parce qu'effectivement, en tant que coach de dirigeant, j'insiste de plus en plus sur la notion d'entraînement. D'ailleurs, le même Guillaume Pépi, celui que je citais tout à l'heure comme patron communicant par excellence, hein, quand il était à la tête de la SNCF, eh bien, Guillaume Pépi était un patron qui avait installé un studio de télé dans les locaux des bureaux de Saint-Denis quand la SNCF a déménagé de Montparnasse à Saint-Denis. Et j'ai moi-même pu voir ce studio télé, et il s'y entraînait très très régulièrement, ce qui lui permettait d'être tout à fait entraîné au moment où la crise arrivait. Alors effectivement, selon les endroits, les secteurs d'activité, le niveau de responsabilité, c'est pas obligé de mettre un studio télé dans toutes les entreprises à partir de maintenant. D'ailleurs, j'ai pas d'action dans les boîtes de prod, mais en tout cas, cette dimension d'entraînement, elle est très importante. Un conseil pour apprendre à répondre à une question piège. Alors ça nous emmène sur le sujet de la gestion des médias, et si vous voulez bien, alors j'ai déjà répondu dans un webinaire précédent, et puis j'y reviendrai si ça vous intéresse dans un autre cadre. Maintenant, je voudrais terminer ce webinaire par le sujet de l'image. Parce que notamment dans les médias, mais pas que, mais en particulier dans les médias, il y a la question de la prise de parole, elle est directement connectée à la question de l'image / la réputation, et avec la question de l'influence. Donc j'ai une question pour vous, même s'il nous reste très peu de temps, mais quand même, on a encore 5 bonnes minutes. Est-ce que l'éventualité d'une crise vous fait craindre, vous dirigeants, pour votre image / votre réputation? Est-ce que vous redoutez qu'une prise de parole malencontreuse, ou qu'une crise en tant que telle, avec donc sa cascade communicationnelle et de porte-parole là, est-ce que vous redoutez ce sujet de la perte d'image, de la perte de réputation? J'ai l'habitude de dire que une image créditée, hein, une bonne réputation, elle permet d'avoir de l'influence. C'est-à-dire que c'est pas avoir une bonne image pour avoir une bonne image, pour avoir tant de likes sur Twitter ou sur LinkedIn, mais l'image est un levier de pouvoir d'action, de pouvoir d'influence. Si vous n'avez pas une bonne image, vous n'allez pas pouvoir avoir de l'influence, et donc vous n'allez pas pouvoir manœuvrer, bouger, actionner comme vous le voudriez. En tout cas, moi, c'est de la manière dont je pose le problème. Vous, Frédéric, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur cette connexion entre prise de communication, prise de parole, et puis image-influence? Ah ben, j'ai eu effectivement très peur que l'éventualité d'une crise affecte, dégrade mon image et ma réputation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, parfois, quelque part, peu importe la réalité de la crise, mais la façon dont la communication va permettre de sortir de la crise, de tirer des enseignements, de parler des à côté de la crise, permet d'effacer, je dis parfois, hein, je dis pas toujours, loin de là, permet de préserver l'image et la réputation de l'entreprise. La communication, il y a 20 ans, c'était uniquement valoriser et promouvoir. Aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup aussi protéger et préserver. Et donc, la prise de parole et la stratégie de communication globale en situation de crise doit participer à préserver et protéger l'image pour dégrader le moins possible ou éviter de dégrader l'image de l'entreprise. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que Nawal nous dit, est-ce qu'une crise, ou en tout cas elle nous le dit, elle ne pose pas la question, mais je vous la pose, est-ce qu'une crise peut se transformer en une opportunité? Oui, c'est possible. Je n'irai pas jusqu'à créer volontairement une crise dans l'espoir d'en faire une opportunité. Mais de toute façon, c'est forcément une opportunité dans la mesure où on en tire des enseignements et qu'en principe, après une crise, une organisation s'améliore. Alors, ce n'est pas forcément une opportunité en termes d'image et de communication, ça peut l'être si ça permet de recréer du lien, si ça permet de montrer de l'authenticité avec ses cibles et ses communautés, et finalement de recréer de la confiance après une petite perte de confiance ou un doute. Mais en tout cas, assurément, c'est une opportunité dans le sens où ça permet généralement aux organisations de mieux fonctionner si elles tiennent compte des crises et des enseignements suite aux crises.
Oui, c'est un moyen de se réinventer et parfois c'est même, nécessaire. Malheureusement parce que ça a quand même coûté, beaucoup de vies, mais France Télécom a réinventé, enfin Orange a plutôt réinventé, France Télécom et c'est une nouvelle séquence qui s'est construite. Mais effectivement, la crise a été absolument, cruelle et gravissime. C'est un exemple parmi d'autres. On s'approche tout doucement vers la fin de ce webinaire. Il y a encore beaucoup de questions, donc je ne peux pas toutes les prendre. Prenez rendez-vous et puis on en discutera franchement très volontiers en face à face. Je redonne nos deux ouvrages, donc Pour oser prendre la parole chez Erol et puis l'un de ceux nombreux de Frédéric, Indircom n'est pas un démocrate. Ce webinaire, en réponse à des questions qui sont posées, ce webinaire sera effectivement disponible en replay. Donc, je vous enverrai le lien dans un mail d'ici la fin de la journée. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je refais un webinaire toujours sur le sujet de la prise de parole des dirigeants, vraiment spécifiquement des dirigeants. Je refais un webinaire le lundi 6 novembre, je crois bien que c'est un lundi, oui, le lundi 6 novembre à 13 h, même lieu, même heure. Et nous poursuivrons notre discussion. Alors, je ne sais pas encore avec qui, peut-être de nouveau avec Frédéric ou avec un autre interlocuteur, sur l'image des dirigeants, hein, l'image des dirigeants, la posture de leadership. Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise que d'avoir un dirigeant avec une image solide et j'ai envie de clore sur le mot professionnalisme que vous avez prononcé aussi, Frédéric Fougera. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été dans ce webinaire avec moi. J'espère que ça vous a apporté voilà, beaucoup de choses, de la valeur ajoutée. Et donc, voilà, le mot de la fin, ce professionnalisme à tous les étages de la communication et bien sûr, pour ce qui me concerne, à l'étage de la communication orale, de la prise de parole face au public, face aux médias. Je vous souhaite un bon après-midi. Prenez soin de vous. Rendez-vous à bientôt. Ah, ciao, ciao. Au revoir.